Et vous avez dans le conseil électoral, tout le monde là-bas était du RDPC. Même des prêtres qui y sont étaient du RDPC. Ah, et les prêtres aussi? Non, ils sont tous du RDPC. Abel vous dit que même si Jésus vient, lui c'est la discipline du parti. Aujourd'hui, si on lui demande que est-ce qu'il a plu, il dit j'attends d'abord ce que le parti va dire. Dans cette vidéo, le docteur Richard Mâconnais, fidèle à ses habitudes, analyse avec force et conviction le système électoral actuel du Cameroun. Il s'attaque directement au RDPC, le parti au pouvoir, et dénonce la manière dont le gouvernement met en place des stratégies pour empêcher une véritable compétition politique. Selon lui, le système électoral est biaisé et empêche l'expression libre des partis d'opposition, avec une mention particulière à la candidature du PR Maurice Kamto, principal opposant politique. Le docteur Mâconnais appelle à un toilettage du code électoral, soulignant que tant que cela ne sera pas fait, toute élection sera vouée à la fraude. Ne manquez pas cette analyse percutante du docteur Mâconnais sur l'état de la politique camerounaise. Vous voyez cette structure? On choisit donc 12 individus avec la même structure mentale et on les envoie à l'ECAM. Et on dit que ces individus vont un jour dire que l'opposition a gagné dans quel schéma? C'est le même cas pour ce qui est du professeur Kamto. C'est un candidat qui fait peur, sérieusement. L'analyse que vous formulez pour parler de la toute-puissance du RDPC, qui est implantée même dans les jupons des gens et dans les villages, le président de la République avait refusé que ce soit le pain du parti qui soit utilisé comme support de campagne. Parce qu'il démontrait bien à l'époque que c'est un parti qui a réussi à avoir le plus grand nombre de bandits dans les geôles, et il n'était pas lui-même fier de sa formation politique. Nous, on a été socialisés dans une école qui nous parlait d'une identité nationale. C'est ce régime qui nous a rappelé qu'on pouvait nous chasser d'une Fundi parce qu'on était Bamileke au Bassa. Mais avant ça, moi, je ne le savais pas. J'ai grandi avec des camarades. C'est arrivé à la fac que je me suis rendu compte que mon identité pouvait poser problème. Si Maurice Kamto, Cabral Libi n'étaient pas des candidats extrêmement redoutables et dangereux, l'ordre gouvernant les aurait même incité en donnant même de l'argent. Que non, venez être candidat parce que de toutes les façons, le système actuel a toujours choisi des opposants qui voulaient battre l'élection présidentielle. Ça a toujours marché comme ça. Ils s'asseyent, ils disent que bon, on va humilier qui au cours de la prochaine élection présidentielle. Ils décidaient même des statistiques. Bon, on va le battre, on lui donne même 3%. Parce que personne ne peut dire, si aujourd'hui, quand tu es candidat, quelle sera la réaction de l'électorat demain. Et donc, autant que possible, on va éliminer ceux qui peuvent être des candidats dangereux. Il n'y a pas de possibilité en l'état actuel des choses d'avoir une élection crédible au Cameroun. C'est impossible. La loi sur les élections au Cameroun est une loi qui est contestée totalement. Donc, la règle électorale, la loi électorale est mauvaise. C'est une question de volonté politique, on ne veut pas modifier la règle électorale. Le pouvoir ne peut pas, dans aucun pays démocratique, discuter des réglementations électorales sans discuter avec les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Il faut aujourd'hui créer un système juridique dans lequel les citoyens se reconnaissent. Si les candidats de l'opposition, les partis politiques font vivre l'espace politique, disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans la règle, vous dites que la règle doit aller à l'élection de coûte que vaille. C'est une conception qui est même ridicule à la limite. Et je dis, si nous disons que nous sommes en face d'un système qui est très fort, très sûr de lui, obèse de sa puissance, dans une érection jouissive de son pouvoir, mais dis donc, on devrait quand même, si on est en face d'un pouvoir si fort, qui n'a peur de rien, mais accepter des règles de jeu, parce que tout commence par le choix des règles de jeu. Quand on dit fair play, hein, je vois souvent quand vous commentez les costumes de vos grands frères qui sont à la présidence et un peu partout, je suis très attentif à leurs beaux costumes. Ils sont des gens très élégants. Que cette élégance, qui est une élégance physique incontestable, puisse contaminer un peu leur élégance psychologique. Ce qui est clair et ce qui est constant, c'est que la candidature éventuelle du professeur Maurice Kamto fait peur. Parce que c'est un leader de poids de l'opposition camerounaise, et à l'état actuel de la configuration du jeu politique, dans l'opposition camerounaise, vous avez deux figures majeures aujourd'hui, de façon incontestable. C'est le leader du PCRN et c'est le leader du MLC. Ce sont les deux figures majeures de l'opposition camerounaise. Et s'il y avait élection aujourd'hui, c'est des candidatures qui font peur à l'ordre gouvernant. Et le professeur Maurice Kamto sait très bien s'il peut être candidat, dans quelles conditions il peut être candidat, et comment il doit faire pour être candidat. Maintenant, c'est vous qui êtes spécialiste de ces questions-là, c'est vous qui faites la science politique. Vous savez, il y a plusieurs façons de concourir. On peut concourir sans concourir, en jetant le discrédit sur le jeu.
et emporte une victoire écrasante sans avoir été candidat. Vous savez, moi, je suis pas un donneur de leçons. Je considère déjà que les partis politiques au Cameroun officient dans un environnement extrêmement difficile et précaire. Et il y a des éléments en soutien à ce que je dis. Lorsque je dis que le régime a peur des candidatures de Kamto et de Cabral, je le dis sur la base d'éléments qui sont probants. C'est le même cas pour ce qui est du professeur Kamto. C'est un candidat qui fait peur, sérieusement. Parce que vous jugez ici, dans une élection présidentielle, de formation politique, alors que c'est une question de candidat. Et vous faites une analyse qui me fait rigoler. Une question de personne. Pour ceux qui sont spécialistes de sciences politiques, vous dites que le RDPC, le RDPC, c'est pas une affaire entre le MX et le RDPC. C'est une affaire entre Maurice Kamto et Paul Biya. Une affaire entre Cabral Libby et Paul Biya. Les partis politiques jouent un rôle important, mais lorsque nous allons dans l'urne, nous ne votons pas le RDPC. Nous votons un homme à l'élection présidentielle. Et donc, du coup, l'analyse que vous formulez pour parler de la toute-puissance du RDPC, qui est implantée même dans les jupons des gens et dans les villages, vous faites une analyse qui est totalement éthérée. Elle n'a aucun appui sur le sol parce que nous jugeons des individus qui présentent une offre politique, des projets de société à leurs concitoyens. Et lorsque nous allons dans l'urne, nous n'allons pas dans l'urne pour voter le RDPC. Même si, de façon indirecte, en votant le candidat du RDPC, on a choisi le RDPC, mais c'est d'abord un homme qui est présenté devant nous, c'est sa figure qui est sur l'offre politique, c'est sa tête en termes d'effigie qui est sur tous les supports de campagne. Et on a vu d'ailleurs qu'en 2018, le président de la République, actuel candidat du RDPC à l'époque, avait refusé que ce soit le pain du parti qui soit utilisé comme support de campagne. Pour la première fois, on avait un individu sur tous les supports sans l'effigie du parti. Parce qu'il démontrait bien à l'époque que c'est un parti qui a réussi à avoir le plus grand nombre de bandits dans les geôles et il n'était pas lui-même fier de sa formation politique. La seconde que je voudrais souligner, c'est aussi la fragilité des repères analytiques que vous mobilisez. Vous parlez du vote communautaire comme ce n'était en 1980. Avec des gens qui ne savent pas si sont Bamileke, si sont Bassa, qui sont Ewondo. Les gens que moi j'enseigne aujourd'hui, qui ont 20 ans là, qui font des masters, vous lui parlez du vote du village, il n'est jamais allé au village. Il est né à Yaoundé, il est né à Douala, il ne connaît pas vos affaires là. Il s'appelle Mbida Makon, l'autre s'appelle Ngango Yumbi, l'autre s'appelle Akam Kwedi. Donc vous avez des gens comme ça qui sont des citoyens de la République. Vous venez leur parler de ça. Moi j'ai des cousins. Bidias Makon. Bon, quand celui-là, quand vous allez commencer à chercher à savoir ses origines, vous êtes dans des repères analytiques qu'il faut beaucoup relativiser. Le caractère souverain du vote identitaire, ça c'est dépassé ça. Regardez vous qui êtes spécialiste de la sociologie électorale et des élections, regardez aujourd'hui la composition de l'électorat. On vous dit que 70% de la population camerounaise a moins de 32 ans. Et donc, quand vous regardez les gens qui sont aujourd'hui habilités à voter, qui font le gros de l'électorat, ils ne savent pas qui est Bami, qui est Betty, qui est Bassa. Ils ont un autre imaginaire qui est différent du nôtre. Et d'ailleurs, même ceux de notre génération, je pointe les deux beaux garçons qui sont en face de moi. Dans notre génération, déjà, on avait de la difficulté à savoir qui était Bamileke, qui était Bassa. C'est l'ordre gouvernant qui nous a rappelé de façon brutale qu'on avait des identités qui étaient des identités locales. Nous, on a été socialisés dans une école qui nous parlait d'une identité nationale. C'est ce régime qui nous a rappelé qu'on pouvait nous chasser du Fundi parce qu'on était Bamileke ou Bassa. Mais avant ça, moi, je ne le savais pas. J'ai grandi avec des camarades. C'est arrivé à la fac que je me suis rendu compte que mon identité pouvait poser problème. Mais notre génération n'a pas connu ça. On était à l'école, on allait. Moi, je sortais de l'école et je m'arrêtais chez mon ami. Dès qu'on avait fait le plat de coquille, je m'asseyais pour manger, sans chercher à savoir d'où il venait. Et si la nuit me trouvait là-bas, ma mère voulait simplement m'assurer que je suis là. Et que je ne suis pas en train de faire des gaffes dans toute la cité. Si elle savait que j'étais là, elle était rassurée parce que cette maman-là et elle, c'était des sœurs qui se levaient le matin pour aller au marché ensemble. Et donc, nous, on était socialisés dans cet espace-là où nos identités villageoises n'avaient pas d'impact sur... Non, le vote communautaire est un peu largué pour cette élection. Il faut le relativiser. Ça intéresse les gens qui ont 50 ans, 45 ans, qui ont encore ces repères villageois-là. Je suis Bamileke, comme Makone aussi Bamileke, on peut s'entendre. Bon, je suis Betty, ça sont des repères qu'il faut vraiment relativiser aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas pertinents, mais il faut relativiser leur poids sur le jeu électoral. Et donc, sur cette question-là, je sortirai en disant que si
Maurice Kamto, Cabral Libye n'étaient pas des candidats extrêmement redoutables et dangereux, l'ordre gouvernant les aurait même incité en donnant même de l'argent. Que non, venez être candidat parce que de toutes les façons, le système actuel a toujours choisi des opposants qui voulaient battre l'élection présidentielle. Ça a toujours marché comme ça. Ils s'asseyent, ils disent que bon, on va humilier qui au cours de la prochaine élection présidentielle. Ils décidaient même des statistiques. Bon, on va le battre, on lui donne même 3%. L'autre, on va le battre, on lui donne 5%. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Parce que personne ne peut dire, si aujourd'hui, quand tu es candidat, quelle sera la réaction de l'électorat demain. Et donc, et c'est un jeu politique normal. Autant que possible, on va éliminer ceux qui peuvent être des candidats dangereux. Et c'est un jeu politique qui est normal. Il n'y a pas de possibilité en l'état actuel des choses d'avoir une élection crédible au Cameroun. C'est impossible. Quel que soit le bout par lequel vous prenez cette affaire, c'est impossible. Et vous posez la question de savoir comment l'ECAM peut garantir, assurer un scrutin crédible. Le débat est bien avant cette phase opérationnelle, qui est la phase fonctionnelle du débat dans lequel nous sommes. Il y a une phase qui est structurelle. C'est elle qui permet de construire la base, la structure de l'étape que vous mobilisez, qui est au cœur de votre questionnement. L'élection, c'est cette partie structurelle et cette partie fonctionnelle. Dans la partie structurelle, vous avez le dispositif normatif, l'ordre juridique en matière électorale, vous avez le dispositif institutionnel. Si vous prenez l'ordre juridique, il est contesté. La loi sur les élections au Cameroun est une loi qui est contestée totalement. Bien avant l'élection présidentielle de 2018, les partis politiques ont fait il y a eu des alliances de partis politiques qui ont à plusieurs reprises fait un chapelet de sollicitations, des dispositions qu'il fallait revoir. Je ne peux pas compter le nombre de fois que nous, experts, on a été invités à ces débats des partis politiques d'opposition qui revenaient toujours sur ces questions fondamentales, le bulletin unique, l'élection présidentielle à 2 tours et tous les autres éléments que tout à l'heure vous avez énoncés avec beaucoup de justesse et sur lesquels le professeur Assira est revenu. Donc la règle électorale, la loi électorale est mauvaise. En tout cas, elle n'arrange pas l'ensemble des candidats. Et ça m'étonne lorsque le professeur Oyan dit qu'on ne peut pas modifier. On peut modifier la loi la veille de l'élection. C'est rien du tout. Non, c'est pas une question de temps. Non, c'est pas une question. Voilà, on peut modifier la loi, mais qui a intérêt? En fait, voilà. c'est ça mon. Une session extraordinaire, on s'assoit, on dit ça pose problème, on revoit pour avoir matériellement, on peut modifier une la loi. règle électorale qui rassure tout le monde. Donc c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. On ne veut pas modifier la règle électorale. Et quand j'entends l'analyse qui est faite sur le point du droit, elle m'amuse beaucoup. Vous savez. Il y a beaucoup, j'entends même ça dans l'espace public camerounais, des gens qui récitent le droit qui ne le comprennent pas. Soit le reflet de la réalité économique. La troisième compétence, ce sont des compétences qui sont liées. Le pouvoir ne peut pas, dans aucun pays démocratique, discuter des réglementations électorales sans en discuter avec les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Et donc, voilà les différentes compétences. Mais l'analyse juridique, un peu vieillotte là, héritée des Burgdorf et des autres là qui parlent d'une compétence strictement exclusive, qui fait penser que le président de la République, en tant que président, a l'autorité de faire du droit ce qu'il veut. C'est faux. Et encore plus, si on dit qu'on est dans une démocratie qui est essentiellement formelle et procédurale, cette démocratie que nous contestons, qui a créé tous les problèmes que nous voyons en Afrique, il faut aujourd'hui créer un système juridique dans lequel les citoyens se reconnaissent. Si les candidats de l'opposition, les partis politiques font vivre l'espace politique, disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans la règle, vous dites que la règle doit aller à l'élection de coûte que vaille. C'est une conception qui est même ridicule à la limite. Et je dis, si nous disons que nous sommes en face d'un système qui est très fort, très sûr de lui, obèse de sa puissance, dans une érection jouissive de son pouvoir, mais dis donc. on devrait quand même... si on est en face d'un pouvoir si fort, qui n'a peur de rien, Cabral c'est du menu frotteur, pour ce Kamto c'est une brindille, ils sont si forts. Mais accepter des règles de jeu, parce que tout commence par le choix des règles de jeu. Quand on dit fair play, on est là en face des gens qui doivent être élégants. Hein? Je vois souvent quand vous commentez les costumes de vos grands frères qui sont à la présidence et un peu partout, je suis très attentif à leurs beaux costumes. Ils sont des gens très élégants. Que cette élégance, qui est une élégance physique incontestable, puisse contaminer un peu leur élégance psychologique. Si on est si fort, si on est si sûr de sa force, on crée quand même un système où les règles de jeu quand même sont minimalement respectées. Dis maintenant, comme mon frère Ouyan le dit, que non, pour qu'on ait des élections crédibles, il faut que tout le monde accepte des règles de jeu. Comment?
vous avez Elecam, le directeur général est nommé par le président de la République. Bon, pour un organe indépendant, on aurait encore pu faire un simulacre en disant qu'on a un dosage, certains nommés par le Parlement, certains nommés par la Cour suprême, d'autres par le Conseil constitutionnel, d'autres par des instances totalement indépendantes. Société civile, par exemple. Voilà, et qu'on décide que toutes ces personnes nommées décident de choisir le directeur général. On aurait eu une institution crédible comme ça se fait ailleurs. Chez nous, on a décidé que le président de la République, qui nomme aux emplois civils et militaires, article 8 alinéa 10 et article 10, va même nommer celui qui est chargé d'arbitrer le jeu. Paradoxe de paradoxe. Et vous avez dans le conseil électoral, tout le monde là-bas était du RDPC. Même des prêtres qui y sont étaient du RDPC. Ah, et les prêtres aussi? Non, ils sont tous du RDPC. Vous avez donc des gens, moi c'est la première fois que j'apprends qu'on peut démissionner d'une idéologie. C'est-à-dire quelqu'un démissionne d'une... Vous avez déjà vu ça où? Où quelqu'un démissionne d'une idéologie, on dit non parce que par la vertu de la nomination est un exorcisme qui va enlever de son esprit ce à quoi Albert pense. Albert vous dit que même si Jésus vient, lui, c'est la discipline du parti. Et vous dites qu'un individu comme ça, avec cette structure mentale, entre dans le conseil électoral, avec cette structure mentale-là, je ne voudrais pas utiliser le terme que mon grand frère Jésus donne pour qualifier cette structure obscure. Mais vous avez donc des gens qui ont cette structure mentale, Albert, dont l'intelligence est incontestée, brillant sujet, a réussi à être bridé. Aujourd'hui, si on lui demande que est-ce qu'il a plu, il dit j'attends d'abord ce que le parti va dire. Vous voyez cette structure. On choisit donc 12 individus avec la même structure mentale. Et on les envoie à l'ECAM. Et on dit que ces individus vont un jour dire que l'opposition a gagné dans quel schéma. Ils peuvent faire toute cette litanie parce que ce sont les recommandations des partis politiques. Ils disent, Monsieur le Président, voici ce que les partis politiques disent. Mais entre relayer ce que les partis politiques disent et être arbitre régulier du jeu, mais c'est deux mondes. Les mêmes individus, quand ils vont se retrouver avec le même esprit qu'ils ont hérité, ils savent tout ce qu'ils doivent faire, c'est le pourcentage. Ils doivent gagner de combien? C'est là le débat. Donc, quel que soit le schéma que vous pouvez faire, il ne peut pas avoir d'élection crédible. Et le dit n'est pas être ennemi de quelqu'un. Le dit, c'est simplement aider les pouvoirs publics à nous éviter des contestations inutiles. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas besoin d'être devin. Quel que soit celui qui ira à l'élection, la première des choses qu'il va faire le soir de l'élection, c'est un, peut-être déclarer qu'il a gagné. Deux, commencer à dénoncer les fraudes massives. Parce que, et je sors par là, moi, il y a des chefferies dans mon village dans lesquelles on vote. Bon, c'est vrai que chez nous, on dit que nous sommes les sociétés acéphales. Mais moi, je serais quand même mal à l'aise d'entrer dans la chefferie de mon cousin, Joseph Raoul Macondo. L'urne est posée devant sa maison. Il est du PCR, non? Il est chef de village. Ah, et il y a les bureaux de vote sont sous son territoire de compétence. Il a beau être mon cousin. S'il me voit venir avec un bulletin de l'opposition, il peut me balancer une fatwa. Et je ne peux pas chercher à avoir le problème avec mon cousin. Vous avez donc cette configuration territoriale qui fait que de nombreux Camerounais votent à l'intérieur des chefferies. Vous êtes sérieux? Ils décident d'abord de la division, ils décident des circonscriptions territoriales, ils décident des règles de jeu, ils décident de qui on nomme, ils décident de qui. C'est une vaste plaisanterie. Donc dans la configuration actuelle des choses, on ne peut pas avoir d'élection crédible. Elle ne peut pas être démocratique, elle ne peut pas être libre, elle ne peut pas être transparente. Mais comme il faut qu'on aille à l'élection, allons-y. Mais ne parlons pas de liberté, de crédibilité, de transparence ou de justice ou d'équité en matière électorale. Ça, c'est votre avis. Albert Ayomba. Je ne sais pas quelle hardiesse vous attendez du Conseil constitutionnel. Même tabac alors. Je ne sais pas quelle hardiesse, quelle audace vous attendez d'une instance d'une telle configuration. J'y ai quelques parents pour lesquels j'ai une extrême affection. Mais il faut bien dire que dans son institutionnalisation, il n'était pas attendu de cette instance qu'elle ait une quelconque audace. Maintenant, si vous tenez compte de sa composition et de l'histoire individuelle des honorables personnalités qui la constituent, il ne faut pas en attendre grand-chose. C'est triste parce que dans la configuration institutionnelle actuelle, il n'y a que de verrous et de blocages, soit dans les règles juridiques, soit dans la façon dont les institutions sont créées et sont mises en place et sont animées, soit dans la façon dont elles sont composées. Quels que soient les cas, on est dans une sorte d'impérativité, d'une obligation de se soumettre à la personne qui les a instituées et dont finalement elle procède. Il ne faut pas attendre grand-chose de cette instance qui pourra au surplus dire irrecevable. Merci.